Bonjour les amis, bonjour à tous. Une vidéo un petit peu spéciale, j'ai envie de dire. Monseigneur, comment ça va? Bien, et toi, Mathias? Écoute, ça va très bien. Alors voilà, on a décidé de faire cette vidéo. Alors si vous la voyez après, sachez qu'on est en plein confinement, c'est pour ça qu'on l'a fait par webcam et que du coup la qualité est comment dire moins bonne que la plupart des vidéos qu'on fait d'habitude. Tout à fait. En tout cas, on voulait faire cette vidéo-là pour revenir sur donc l'interview qu'on a faite de Stéphane Bourgoin. C'était en juin 2019. 2019. Et on a décidé de revenir un petit peu sur cette interview parce que ça fait un petit moment déjà que on reçoit pas mal de commentaires. Voilà, pour synthétiser, qui disent en gros Stéphane Bourgoin, c'est un mytho, tout ça. Hmm. Voilà, et on a décidé de revenir sur plein de choses, sur l'interview, sur ce qui a amené à dire tout ça, que Stéphane Bourgoin, c'est un mytho qui racontait n'importe quoi, et aussi un petit peu sur le pourquoi du comment on fait nos interviews, voilà, Comment parce on que les du coup ça, fait, voilà. exactement, et du coup Hmm. ça éclairera peut-être un petit peu tout le monde sur voilà, sur le pourquoi de cette interview, sur comment on fait les interviews. Et aussi, peut-être, on terminera par ça, je pense, par la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on garde ou pas les interviews? Est-ce qu'on les laisse en ligne? Oui, Voilà, on fera un petit débrief là-dessus. Comme c'est moi qui ai réalisé cette interview, c'est moi hmm. qui l'ai préparée. Tout à C'est moi fait. qui réalise l'interview de Stéphane Bourgoin. Toi, tu étais là, Raphaël, hein, tu étais le cadreur de Moi, cette j'étais interview. derrière la caméra, oui, tout à fait. Comme souvent. Comme souvent, ouais. C'est souvent comme ça Hmm. que ça se fait pour la plupart des interviews du Tarpamien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser, pour une fois, faire le rôle un petit peu de l'intervieweur. Tout à fait. Et voilà, ce qui nous permettra de revenir un petit peu en détail sur cette interview de Stéphane Bourgoin. Alors, je rappelle pour ceux qui connaissent pas et qui tomberaient là-dessus un peu par hasard, Stéphane Bourgoin, c'est, en tout cas, il se dit, voilà, Oui. spécialiste des tueurs en série. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres sur les tueurs en série. Hmm. Et puis, sa légitimité l'attire en gros de deux choses. La première, c'est qu'il dit avoir rencontré 77 tueurs en série en entretien privé Oui. et d'avoir accumulé plusieurs heures d'enregistrement. La deuxième, c'est que la genèse de cette histoire, ce serait que sa propre femme aurait été tuée, massacrée par un tueur en série, en Oui. fait, dans les années 70. Et Sans que, qu'on et que sache qui est le tueur en série aussi. Voilà, et que c'est ça qui lui aurait un petit peu mis le pied à l'étrier. En tout cas, ce qui lui a mis le pied à l'étrier, dit-il, c'est que l'agent qui enquêtait sur le meurtre de sa femme a commencé un petit peu à lui donner des dossiers, tout ça, et puis que finalement, en ayant rencontré des tueurs en série, il s'est finalement retrouvé en lien avec le FBI Hmm. avec lequel il aurait pu faire un ou deux stages de profiling avec les profilers du FBI à Quantico. Hmm. Voilà, pour résumer un petit peu qui est Stéphane Bourgoin. Euh, À partir de là, Raphaël, je vais te laisser un oui. petit peu poser des questions et mener Alors, cette interview de moi, en fait. c'est ça. Je suis vraiment. C'est la première fois que je t'interview, Mathias. C'est vraiment Ouais. un honneur. Avant de passer à ça, l'idée c'est peut-être de faire un petit sommaire de ce qui va se passer. L'idée c'est qu'on va d'abord placer peut-être un peu le contexte dans lequel s'est fait cette interview. Ce qui nous permettra d'aborder dans un second temps comment on fait les interviews, comment on s'est retrouvé à faire l'interview de Stéphane Bourgoin. Ensuite, on va passer un petit peu de temps sur la première vidéo, puisqu'en fait il y a eu deux vidéos. On a divisé en fait l'entretien en deux vidéos. Donc en fait, on va passer un petit peu de temps sur la première vidéo puisque c'est là où sont tenus voilà les propos incriminés, on va dire. On passera peut-être un peu de temps sur la deuxième vidéo, mais qui est moins intéressante pour la vidéo qu'on fait là maintenant. Et Pour puis le propos, ouais. voilà, et on conclura sur tout ça ensuite. Donc, dans un premier temps, ce qui va être intéressant, ça va être donc de placer le contexte dans lequel a été fait la vidéo. Donc, je peux en dire d'abord un mot et puis je te laisserai ensuite Mhm. ajouter ce que tu veux ajouter.
Donc il faut savoir que c'est des vidéos qui ont été faites en partenariat, enfin c'est une vidéo qui a été faite en partenariat avec la Fnac. Pour vous expliquer comment on fonctionne, nous on est à Marseille, on n'est pas à Paris, donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir en fait des interviews avec des auteurs, des chanteurs, des artistes, voilà au sens général du terme. Donc en fait on a des partenariats, ce qui nous permet en fait de pouvoir, quand quelqu'un vient, si on le souhaite, puisqu'en fait on est parfaitement libre de le faire, si on le souhaite, on peut aller interviewer cette personne-là. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est que un peu à l'avance, en tout cas pour la Fnac, on a un peu à l'avance la liste des personnes qui vont venir faire des dédicaces en fait tout simplement. Et nous on va demander en fait à l'avance, voilà, on est intéressé par telle ou telle personne, sachant qu'on a souvent les réponses très tard. Et en fait pour le cas de Stéphane Bourgoin, on a eu la réponse le jour même, la Fnac nous a dit voilà, vous pouvez l'interviewer, mais on l'a su le jour même, le matin pour l'après-midi. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe et comment on fonctionne pour aller interviewer des gens. Donc Mathias a dû préparer en une matinée, si je dis pas de bêtises, cette interview. Est-ce que là-dessus tu veux nous expliquer un peu comment ça a été fait, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, moi, j'ai l'info. Des fois, je prépare un petit peu à l'avance parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ce qui se passe, c'est que nous, on demande l'interview de Stéphane Bourgoin, puis ensuite, il faut le temps de la validation. De validation, voilà. Donc la Fnac appelle l'intéressé ou la personne qui s'occupe de l'emploi du temps de l'intéressé. Et puis après, il nous faut un retour. Puis après, ça dépend aussi des heures d'arrivée, tout ça. Donc parfois, ils attendent d'avoir les horaires de train et tout ça pour. Puis des fois, ils n'ont pas le temps et on fait pas l'interview. Donc donner une réponse, voilà. Puis des fois, on fait pas l'interview. Donc moi, effectivement, comme tu l'as dit, on a eu l'info du matin pour l'après-midi. Donc j'ai préparé l'interview dans la matinée. Je m'étais un petit peu renseigné quand même avant sur Stéphane Bourgoin pour voir un petit peu qui c'était, tout ça. Ce que je tiens à dire en tout cas, c'est que je voudrais pas que ça nous serve entre guillemets d'excuse. Oui. C'est pas une sorte de comme on a eu l'info que le matin, on n'a pas eu le temps de préparer, de faire une investigation pour l'après-midi. C'est pas ça en fait. Ce qui se passe, c'est que clairement, moi, quand je prépare une interview en général, je suis pas journaliste d'investigation. Donc, je suis pas là pour faire une enquête sur la personne. Il y a pas longtemps, avec la Fnac, on a fait une interview de John Rachid qui nous parlait de sa bande dessinée dans laquelle il raconte son enfance au foyer. J'ai pas fait une investigation pour savoir si c'était vrai. Si j'ai pas appelé le foyer dont il parle pour avoir des infos sur John Rachid, j'ai pas appelé tous les gens dont il parle dans le livre pour avoir des infos et vérifier si c'est vrai. Ça marche pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je lis un livre, je me renseigne sur la personne et je lui pose des questions. Voilà, pour qu'il nous en parle et pour qu'il fasse partager aux spectateurs quelque chose qui me semble intéressant. Alors, dans son cas, ça sert aussi à faire de la promo. Et dans mon cas, ça me sert à me dire, bah tiens, ce personnage-là, il est intéressant, il a quelque chose d'intéressant à dire, et voilà, je vais le faire partager à tout le monde. Mais je fais pas, que ce soit bien clair, je fais pas un travail de journaliste d'investigation pour savoir si tous ceux que j'interviewe vont me raconter une connerie ou pas. Je peux pas faire ça en fait. J'ai pas le temps et c'est juste impossible. Voilà. Et puis ce serait un autre média, tu vois. Je veux dire, oui. Ce serait quelque chose d'autre, ce serait, je sais pas, Mediapart ou un grand média, voilà. D'autant que, je rajoute quand même que dans le cas de Stéphane Bourgoin, quand j'ai fait des recherches sur lui, j'ai regardé plusieurs interviews qu'il a faites, et il a fait des médias tout à fait connus, respectables. Il est passé dans C'est à vous sur France 5 à plusieurs reprises. Il est passé dans plein de médias. Il a eu lui-même des émissions dans lesquels il parlait de tueurs en série à la télévision. Donc, a priori, comme ça, j'avais pas tant de raison de me dire, tiens, tout le monde est passé à côté de quelque chose, ce mec-là, ça doit être un gros mythomane, quoi. Oui, sachant que d'autant plus que ce sur quoi on s'est basé ne prêtait pas à confusion, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les entretiens qu'il a fait avec différents tueurs en série, dont
on voit qu'il est dans la vidéo. Oui, oui, oui. Voilà. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que là, ce qui est intervenu, c'est qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Quatrième Œil Oui. Corporation. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite, qui a fait Oui. toute une série de vidéos pour dire que Stéphane Bourgoin, en gros, c'était un menteur. Et les vidéos, je dois le dire, elles sont très convaincantes, en tout cas. Oui. Ils ont fait un vrai travail de recherche. Donc voilà, sur plein de sujets, on va dire, divers. Notamment, ils pointent toutes les incohérences qu'il y a dans le livre, les livres de Stéphane Bourgoin. À l'intérieur même des différents livres, il y a beaucoup d'incohérences entre ce qu'il a écrit dans les livres aussi et ce qu'il dit dans les interviews. Ça, c'est autre chose. D'autre part, ils ont fait aussi des recherches sur plein de choses qu'il affirme. Donc, ils ont contacté visiblement des gens aux États-Unis, des prisons dans lesquelles il y a des tueurs en série qui ont été. Ils ont contacté des gens du FBI dont ils parlent. Et puis, ils ont fait des recherches sur le tueur en série aussi qui aurait tué sa femme, sans trouver d'éléments probants pour montrer que c'est vrai. Donc, ils ont l'air, et de manière très convaincante, de dire que visiblement, beaucoup de ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a quelques éléments quand même qui sont vérifiables, oui. et notamment les entretiens qu'il a fait avec des tueurs en série. Et c'est vrai, quand on les recherche, on les trouve. J'ai trouvé l'entretien qu'il a fait avec Ed Kemper. J'ai trouvé l'entretien qu'il a fait avec Otis Toole, par exemple. Donc, quand on voit ça, on a plutôt la tendance à se dire que ça valide le fait qu'il a bien réalisé des interviews avec des tueurs en série dans les prisons américaines. Voilà. En fait, on va ensuite arriver très vite sur la première interview qu'on a fait. On va dire que voilà, il y a deux parties vraiment dans ces entretiens. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où on présente où on pose des questions à Stéphane Bourgoin de façon à ce qu'il se présente en fait. Et donc dans ces parties-là, on va avoir les points un peu touchy, si je puis dire, ouais. Sur lesquels on ne peut pas vérifier, notamment effectivement l'assassinat de sa femme. Est-ce que il a vraiment été en contact autant qu'il le dit avec le FBI, avec la gendarmerie nationale, avec Scotland Yard, etc. Enfin voilà, tous ces points-là. Et les fameux 77 serial killers qui, d'après ce que dit Quatrième Œil, seraient beaucoup moins nombreux. Alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas 77 vidéos. Non. Et que les vidéos n'ont pas été faites dans le contexte dans lequel Stéphane Bourgoin affirme avoir fait ses vidéos aussi. En effet. Voilà, puisque en fait, il a été. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de chaque vidéo et tout, mais de ce que j'en comprends, c'est que il a fait des reportages avec France 3 notamment, mais avec d'autres médias, d'autres prods, etc. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'il est allé interviewer un certain nombre de serial killers. Pardon. Cependant, quand on l'écoute, on a l'impression que en fait c'est lui qui s'est donné pour mission en fait d'aller faire toutes ces vidéos. Oui, alors en plus, ce qui se passe, c'est que il dit un truc, il dit mais quand vous regardez les interviews que j'ai faites de Ed Kemper, par exemple, ça reprend mot pour mot la série Netflix Mindhunter. Oui. Reprend mot pour mot ces interviews. Et c'est pas faux, en fait. C'est pas faux, sauf que là, le problème de ça, c'est qu'en fait, Ed Kemper, il a dû faire 200 interviews, en fait. Ça a été un des premiers, effectivement, ça a été même peut-être le premier tueur en série à parler comme ça, et c'est ce qu'on voit dans la série Mindhunter. Et c'est l'agent, d'ailleurs, du FBI qui est dans Mindhunter, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mindhunter, qui rapporte tout ça. Sauf que voilà, Ed Kemper, il a fait à peu près 200 interviews et il répète les mêmes choses dans chacune de ses interviews. Oui, donc forcément... Forcément, c'est valable pour l'entretien que Stéphane Bourgoin a fait avec Ed Kemper. C'est pas pour autant que Netflix s'est inspiré
l'interview de Stéphane Bourgoin en particulier pour faire Mindhunter. Il y a beaucoup de détails morbides qu'il donne aussi dans certaines interviews. Et nous, il nous en a pas parlé. Alors, je sais qu'il a raconté, par exemple, qu'il s'était retrouvé en Afrique du Sud, dans un cimetière de cadavres d'un tueur en série. Et il donne plein de détails morbides avec des vers qui rongent les cadavres. Enfin bon, j'irai pas tellement plus loin. Mais tout ça qui paraît un peu fou et qui raconte à l'occasion de certaines interviews, nous, il nous en a absolument pas parlé, quoi. Alors, il y a quand même chez lui une... Alors après, ça bon, on verra ce qu'on en fait, mais c'est vrai qu'on a ressenti quand même qu'il aime raconter des détails assez crus. Alors là, il n'a pas forcément donné des détails crus dans l'interview, mais en tout cas, voilà, il aime bien avoir la phrase qui va choquer, quoi. C'est-à-dire reprendre ce qu'a dit un serial killer, par exemple, et voilà, le mettre en avant de façon un peu froide, etc. Donc parce que ça fonctionne quelque part. Voilà, ça fonctionne à chaque fois, les gens. Et nous, on a commencé nos vidéos comme ça, hein, il faut le dire. Oui, oui, bien sûr. On a mis en exergue à chaque fois un petit extrait entre guillemets croustillant de l'interview. Mais en fait, quand on le connaît, enfin, quand on le rencontre, en tout cas, c'est assez étonnant parce que il met effectivement comme ça un détail morbide en avant. Il provoque une réaction chez son interlocuteur. Et puis souvent, comme la réaction, elle est un peu mitigée, quoi. C'est-à-dire que à la fois on a un détail morbide, mais à la fois en même temps on a envie de lui dire, mec, eh ben, il a une façon de montrer que ici il dit ça, c'est avant tout pour montrer l'horreur absolue des tueurs en série. Voilà, et que c'est pas par plaisir personnel. Donc du coup, ça passe en fait, j'ai envie de dire. On a envie de lui dire, bon, ok, tu veux montrer les tueurs en série dans toute leur horreur, dans toute leur crudité. C'est ça. Je parle de ça parce que c'est quelque chose qui lui est beaucoup reproché. Voilà, même si encore une fois, ça nous dit rien sur le fond, quoi. C'est-à-dire, ça nous dit rien sur voilà. Bon. On a abordé un peu vite un peu tous les aspects. Nous, l'idée, c'est qu'on va se baser vraiment sur notre interview, c'est-à-dire qu'on va pas parler des propos qu'il a tenus dans d'autres interviews ou dans d'autres médias, parce que voilà, on va déjà se baser sur ce qu'on a fait nous. Donc on va peut-être. On n'est pas comptable de ce que raconte Stéphane Bourgoin partout dans le monde non plus. Et on n'est pas omniscient, voilà. Donc voilà, on va partir là-dessus. Alors. On va commencer avec la première vidéo. Alors on va pas forcément tout passer, on va aller assez vite, c'est surtout le début qui va nous intéresser. Après, les vidéos sont toujours en ligne, on a fait le choix de laisser les vidéos en ligne. L'idée c'est que dans le descriptif de ces vidéos et dans les fiches de ces vidéos, on mette la vidéo qu'on est en train de faire là pour que les gens puissent voir ce retour qu'on fait, voilà, ce retour critique en quelque sorte, que l'on fait sur nous-mêmes et puis sur ce qu'on sait finalement de Stéphane Bourgoin. Pourquoi on décide de laisser ces vidéos? Honnêtement, ça a été une vraie question. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on les enlève? Honnêtement, à titre personnel, moi, je suis plutôt convaincu on va dire, de ce que raconte Quatrième Œil Corporation, parce qu'il y a tout un tas de choses dont il parle pas dans notre interview, hein, qu'on soit bien clair, mais qui me paraissent totalement délirantes, notamment quand il raconte qu'il a été joueur de foot professionnel et tout ça. Ça, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Mais tout ça, il n'en parle pas dans notre interview. Alors, est-ce qu'on garde ces vidéos en ligne? Est-ce qu'on les garde pas? Moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que la meilleure solution, c'était de laisser ces vidéos en ligne avec cet addendum qu'on est en train de faire. Et tout en disant que qu'il faut être prudent par rapport à ce que raconte Stéphane Bourgoin et qu'il faut aller voir ce qui se dit sur lui. Ça me paraît une meilleure stratégie que de les enlever et de dire ben voilà, ça n'a pas existé, on n'a pas fait d'interview de Stéphane Bourgoin, voilà. Ça me paraît mieux. Même si le problème de ça, c'est qu'il y a des gens qui verront pas cette vidéo qu'on est en train de faire. Oui, qui vont. Mais bon, ça c'est le jeu, voilà. Et qui vont venir dans les commentaires nous dire que c'est un mythomane, etc. Et que eux, ils le savaient depuis longtemps, même si eux, comme nous, ils le savaient, ils l'ont découvert en voyant les vidéos de Quatrième Œil Corporation, qu'on se le dise. C'est ça. Et après, pour les 2-3 qui voudraient nous faire le procès de la monétisation de ces vidéos, je crois à vérifier, mais il me semble qu'à ce stade-là, les vidéos sont soit en faible monétisation, soit pas monétisables du tout, vu que ça parle de tueurs en série.
Donc on ne gagne pas d'argent avec ces vidéos et voilà, comme ça coupe court au moins à ces propos-là. Oui. Ok, bon, on va peut-être démarrer tout de suite avec voilà le début de la vidéo. Et puis toi, tu as accès à ma souris aussi, Mathias, puisqu'on est sur quelque chose de technologiquement assez évolué. Donc Oui, tu tout à pourras, fait. voilà, donc tu pourras couper quand tu le souhaites. Voilà. D'accord. Allez, je lance la vidéo. Vous avez des tueurs en série potentiels, comme par exemple en Alsace le tueur du curé de Kilgersheim, ou Pierre Navelot qui a décapité une de ses victimes et qui voulait offrir la tête en hommage au tueur de Seven à sa fiancée, qui ont été arrêtés après leur premier crime. Mais moi, je suis certain que ces individus récidiveront à nouveau lorsqu'ils seront libérés, s'ils sont libérés. Typiquement, ce petit extrait là que j'ai mis en exergue pour commencer la vidéo, c'est un moment où je lui parle du fait qu'il y a des gens qui se font attraper après leur premier crime et qui sont donc potentiellement des tueurs en série en puissance, mais qu'on nommera jamais ainsi parce qu'ils ont fait qu'un seul crime. Mm. Bon voilà, en fait là du coup il donne son avis, il y a rien qui prête à confusion sur son parcours à lui ou sur voilà. Oui, c'est Il dit pas quelqu'un qu'il qui l'a donne son rencontré. avis, quoi. Exactement, voilà. Et en fait, quand même, la grande majorité de notre interview, euh, elle est sur ce ton-là, voilà. Oui. Vous êtes spécialiste mondial, je dirais, des serial killers. En 76, vous vivez à Los Angeles et à ce moment-là, votre compagne est assassinée. Le coupable est arrêté par la police et il avoue 12 autres meurtres. Et vous, à ce moment-là, vous êtes en fait en contact avec forcément les officiers chargés de l'enquête et en contact très proche, ils vous tiennent au courant de l'enquête. Et à ce moment-là, vous vous intéressez vraiment aux serial killers. C'est par la police que vous passez, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux affaires en fait de serial killers. Alors peut-être juste, je voulais couper, toi tu le présentes comme un spécialiste des tueurs en série, donc on voit qu'on ne sait pas trop comment le nommer finalement, et du coup là on prend relativement des pincettes, quoi. Et en même temps, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il a écrit, je saurais même pas dire le nombre, mais il a écrit énormément de livres sur les tueurs en série. Mm. Et donc, quand bien même tout son parcours est inventé, je veux dire, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait écrit autant de livres sur les tueurs en série. Bon, bah oui, on peut le qualifier de spécialiste dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au sujet. Pour revenir un petit peu sur la biographie que je fais de lui, en tout cas du meurtre de sa compagne, ce qui se passe, c'est que évidemment, moi, donc on rencontre Stéphane Bourgoin juste avant de faire cette interview. Moi, évidemment, j'ai lu tous ces éléments de biographie sur divers sites internet. Je l'ai entendu en parler aussi dans des interviews qu'il a faites pour la télévision, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va parler à quelqu'un du meurtre potentiel de sa femme. Et quand je dis du meurtre, c'est pour rester poli parce que ce qu'on en sait, en tout cas, au moment où on ne sait pas si c'est vrai ou pas, ce qu'on en sait, c'est que c'est un meurtre absolument horrible. Bon, alors, moi, ce qui se passe, c'est qu'avant l'interview, je lui demande si je peux revenir là-dessus et si ça ne gêne pas qu'on revienne là-dessus. Et lui, il me dit non, il n'y a pas de problème, vous pouvez en parler. Voilà. Dans tous les cas, j'allais pas arriver et lui dire bonjour, mais franchement, est-ce que c'est vrai cette histoire? Parce que ça paraît un peu gros. C'est impossible à faire. Oui. Je veux dire, on est quand même en train de parler de quelqu'un qui nous raconte que sa femme a été massacrée par quelqu'un. Non, mais surtout qu'il faut rappeler qu'à l'époque, on n'était pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire que, encore une fois, les vidéos de quatrième œil n'étaient pas sorties. Là, on précise qu'on fait cette vidéo avant aussi le live de la tronche en biais qui va recevoir quatrième œil et qui vont parler de ce sujet-là. Donc en fait on a à l'époque aucun faisceau de présomption comme quoi voilà il mitonnerait. Alors après c'est sûr que nous on en a parlé, pour dire la vérité, on en a parlé entre nous. Je veux dire quand avant l'interview, quand on apprend qu'effectivement il s'est intéressé voilà au tueur en série après le meurtre voilà de sa femme et tout, on se dit quand même c'est un truc de fou quoi. Voilà c'est pas commun voilà. Après bon c'est très difficile de mettre ça en défaut, quoi, et en tout cas de lui poser frontalement la question.
Ben, c'est ça. En vrai, c'est même impossible de lui dire, enfin, sauf si on a des éléments à lui mettre sous le nez, mais C'est encore ça. une fois, je suis pas journaliste d'investigation. C'est impossible d'aller lui dire, écoutez, cette histoire, ça me paraît un peu gros quand même. Mm. Vous en avez pas un peu rajouté et tout. Enfin, tu vois, c'est pas possible de dire un truc pareil. Et Ouais. d'ailleurs, moi, j'ose pas. Et je pense que c'est à peu près le cas de tous les autres intervieweurs parce que c'est vrai que je trouve peu d'éléments là-dessus. Mm. Et pour être tout à fait honnête, j'ose pas lui dire, mais c'est qui ce tueur en série? Comment il s'appelle? Comment s'appelait votre femme? Tu vois, pour moi, c'est impossible de lui dire ça. Oui. Je reviens là-dessus parce que ça me paraît être un élément Mm. intéressant pour comprendre son parcours à lui. Mais après, en fait, j'essaie de passer vite aussi parce que j'ai pas envie de parler avec lui pendant. Je me dis que ça doit être un traumatisme pour lui, voilà, et j'ai pas envie de parler avec lui pendant 20 minutes Mm. du massacre de sa femme, quoi, quand bien même il a eu lieu il y a très longtemps. C'est ça. Après, peut-être qu'on aurait été dans le contexte d'aujourd'hui, bon, ça aurait été tout aussi difficile, hein, je veux dire, mais en tout cas, on aurait pris des pincettes. Je veux dire, si aujourd'hui on nous avait demandé de faire l'interview de Stéphane Bourgoin, je sais pas comment on réagirait d'ailleurs. C'est une bonne question. Est-ce qu'on ferait l'interview? Je ne sais pas. Oui, mais je prendrais probablement un autre angle. Oui, on prendrait un autre angle et on lui parlerait certainement de ces différentes vidéos. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne veut plus trop faire d'interview. Non, là, ça va être compliqué pendant un Voilà. moment. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Oui, parce que au moment où l'assassin est arrêté, je suis retourné en France, mais j'étais en contact tous les mois avec les enquêteurs qui me tenaient au courant de tous les développements des investigations. Puis 2 ans après les faits, il m'annonce que l'assassin est arrêté, qu'il est passé aux aveux et qu'il a avoué en tout une douzaine de meurtres. Et à cette époque-là, 78, le terme serial killer n'est pas encore inventé. Je demande aux policiers qui ont mené les investigations s'ils ne peuvent pas me fournir des dossiers sur d'autres affaires similaires qu'ils ont traitées. Et ils me proposent, si je le souhaite, de me mettre le pied à l'étrier et de m'obtenir les autorisations pour rencontrer mes premiers serial killers. Et ça date de 1979, donc exactement il y a 40 ans. Ouais. Et depuis, j'ai interrogé 77 tueurs et tueuses en série à travers le monde. Vous travaillez même. On peut peut-être faire une pause à ce moment-là. Oui, Donc juste moi ce que je peux en dire après voilà je te laisserai développer donc effectivement donc sur sa femme donc bon tu lui poses la question il en parle mais finalement c'est pas ça le fond du sujet vous arrivez très vite sur finalement les tueurs en série leur psychologie qu'est-ce qui fait d'eux des tueurs en série etc l'autre problématique c'est que là voilà il va enchaîner sur le FBI qui lui met le pied à l'étrier, donc ça, est-ce que c'est vrai? Et sur ces fameux 77 serial killers qu'il aurait interviewés. Et c'est là où déjà il y a un problème. oui. Bah, disons que moi, après, à ce moment-là, j'ai pas spécialement de raison de pas le croire quand il me dit ça. Hmm. D'autant que, en fait, la preuve, moi, que j'ai de ça, c'est que il y a des vidéos qui circulent de lui en train d'interviewer des tueurs en série. Oui, on les a pas comptés, Euh, quoi. Voilà. voilà, c'est ça, je les ai pas comptés. Et puis, bon, bah, je me dis que certes, j'ai pas les 77 vidéos à disposition sur YouTube, mais j'ai des extraits de vidéos que j'ai pu consulter sur YouTube et sur Internet. Et donc, du coup, j'ai pas de raison à ce moment-là de me dire que, bah, s'il en a rencontré un ou deux ou trois ou quatre, bah, il n'a pas rencontré les autres, quoi. Moi, il me dit ça. Surtout qu'à ce moment-là, on s'en fout un peu. En fait, c'est lui qui annonce les 77. Toi, tu lui poses pas la Ouais. question de combien il en a fait. Je suis pas là pour confronter Stéphane Bourgoin Hmm. à ses contradictions ou pas. Voilà. Hmm. Moi, il me semble que d'après ce que j'en lis, c'est un mec qui est intéressant et qu'il y a des choses, il a des choses à dire, à partager. Il a beaucoup écrit sur les tueurs en série et moi, c'est un sujet qui pas me passionne, mais on va dire m'intéresse. Hmm. Je suis assez intéressé par les affaires criminelles en général. Voilà, et je suis assez client des livres policiers, des films policiers, des émissions télé, etc., qui parlent d'affaires criminelles.
Et ce qui m'intéresse, moi, personnellement, là-dedans, il y a tout un tas de choses. Voilà, toute la partie enquête. Puis on est nombreux à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tronche de ces mecs-là. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont fondamentalement différents de nous, etc. Et je me dis qu'un type qui a consacré visiblement sa vie à travailler là-dessus, il a forcément quelque chose d'intéressant à en dire, et c'est là-dessus que je l'interroge. Et voilà, pour revenir sur ce que tu disais, c'est pour ça que j'essaie pas de préciser le nom des 77 tueurs en série qu'il aurait Non, mais personne, interrogé. il faut dire la vérité, à l'époque, personne ne l'aurait fait. Évidemment. Voilà, je veux dire, sauf si on avait décidé à ce moment-là de non pas faire une interview, mais de faire tout un documentaire enquête sur Stéphane Bourgoin, dont le point d'orgue serait cette interview, quoi. Mais ce n'est absolument pas le cas, puisqu'on peut pas faire ça en une matinée. Et non. Voilà, donc c'était pas l'objectif en tout cas. Alors on va continuer un petit peu. On va peut-être pas passer toute la vidéo, mais là c'est surtout au début, voilà, qu'il y a les propos, on va dire litigieux. Après, les vidéos sont toujours en ligne, donc on vous laissera la possibilité d'aller les voir et en intégralité si vous le souhaitez, quoi. Même avec le FBI, avec Quantico. Scotland Yard, Ouais, avec la gendarmerie nationale, avec la police sud-africaine, Alors, etc. je parle de Quantico parce que c'est vraiment très connu de tous les... C'est peut-être juste là, voilà, on aurait dû peut-être laisser ce truc-là. C'est là où effectivement, il va dire, voilà, qu'il est en contact avec le FBI, avec Scotland Yard, avec la gendarmerie nationale. Un peu plus loin dans l'interview, il va dire effectivement que il a fait voilà, il a formé des officiers, il a formé des gens à l'école de magistrature pendant 13 ans, voilà, etc. C'est là où maintenant on est vraiment sceptique, non? Oui, bah, visiblement, c'est pas vrai, d'après ce que dit Quatrième Œil Corporation. Ils ont fait une enquête qui est, je trouve, assez bien menée, en tout cas assez convaincante. Voilà, quand on regarde leurs vidéos, on mettra probablement le lien vers la chaîne dans la description de cette vidéo. L'enquête est assez convaincante sur le fait que, visiblement, au FBI, personne ne le connaît, que bon, tout ce dont il parle, là, il invente un petit peu. Mais moi, tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que je suis en train de lui répondre là au moment où tu as coupé la vidéo. C'est exactement ce que j'étais en train de dire avant. C'est-à-dire que pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'univers des enquêtes criminelles américaines, et quand je dis qu'ils le connaissent à travers la fiction, parce que moi, c'est mon cas. Hein, je veux dire, je suis pas du tout en lien avec le FBI ni avec personne. Mais voilà, ce que je disais, je lis beaucoup de polars, je regarde beaucoup de films, de séries télé, etc., qui sont des séries policières, qui sont des films policiers, des livres policiers, beaucoup. Et Quantico, c'est le siège du FBI, en fait. Donc voilà, moi, tu vois sur quoi je rebondis? Je rebondis sur le fait qu'il me parle de Quantico, et que pour tous ceux qui ont à l'habitude des livres de Michael Connelly, par exemple, eh ben, Quantico, c'est un lieu un peu mythique et qui fait un petit peu rêver pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature sur le sujet. Donc, tu vois, ce qu'il raconte lui, c'est une chose, et puis tu vois, ce que je prélève moi dedans, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Non, c'est sûr. Alors, on va continuer un petit peu. Les amateurs de polar. Vous rencontrez donc, comme vous l'avez dit, 77 serial killers à travers le monde. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous essayez de comprendre ce qui les sépare du reste de l'humanité, ou au contraire, finalement, ce qui fait d'eux des humains alors que tous les désignent comme des monstres? Alors moi, je ne les qualifie pas de monstres, parce que si je les qualifie de monstres, je les mets en quelque sorte sur un piédestal. Pour moi, ça reste malgré tout des êtres humains, mais qui commettent des actes monstrueux et odieux. Et tous, l'expérience me l'a démontré, de ces entretiens sont très très différents les uns des autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas un copier-coller, vous avez des individus totalement différents. Et je me suis occupé de former les officiers de gendarmerie depuis un peu plus de 13 ans. J'ai arrêté de le faire maintenant. À l'école de la gendarmerie nationale à Fontainebleau, au Centre national de formation de police judiciaire, à l'école de la magistrature, à l'école de l'administration pénitentiaire, parce que c'est des crimes qui apparaissent au premier abord comme des crimes totalement gratuits.
Alors juste, si je peux intervenir sur ça, là c'est assez symptomatique en fait de ce qui se passe dans cette interview. C'est-à-dire que toi, en fait là tu pars sur voilà la psychologie des tueurs, est-ce qu'ils sont tous différents les uns des autres, etc. Enfin bon, c'est ta question. Donc il va y répondre un peu, etc. Et très vite, il va vouloir se remettre en avant pour quelque chose dont tu lui as absolument pas posé la question. C'est-à-dire que là, par exemple, il dit, donc ce que j'ai dit au préalable, c'est que voilà, il dit qu'il a formé pendant 13 ans des officiers de gendarmerie, des gens à l'école de la magistrature, etc., etc. Mais c'est totalement hors sujet avec ta question finalement. Oui, bah après c'est peut-être un peu symptomatique parce que du coup, moi je lui pose une question et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, bon bah les tueurs en série, vu que c'est un sujet qu'il a l'air, en tout cas de connaître, il a l'air de s'y être intéressé. Et effectivement, il va utiliser ce qu'on appelle lui un argument d'autorité pour se justifier, voilà, de la réponse qu'il me fait. Or, en fait, tout ce qu'il me dit là, c'est peut-être vrai d'ailleurs, tout ce qu'il me dit sur les tueurs en série, que ce sont des gens comme les autres, qu'il les qualifie pas de monstres, etc. C'est peut-être vrai, mais il a très bien pu le lire dans des bouquins faits par des profilers français, américains, que sais-je. Et ce serait tout aussi valide, en fait, s'il l'avait lu dans ces endroits-là. Mais il va effectivement utiliser cet argument d'autorité que je lui demande pas, en effet. Oui. C'est-à-dire qu'il va me dire, et d'une certaine façon, ça, je peux vous le dire, parce que j'ai formé des gendarmes, des policiers, etc. Bah, tu sens un besoin de se justifier, quoi, en fait. Alors qu'on lui demande même pas de se justifier. Exactement. Et ça, je sais pas si c'est vrai, tout ce qu'il raconte sur le fait qu'il ait formé des gendarmes, des gens de l'administration pénitentiaire et tout ça. Or, il se trouve que je ne sais pas si c'est vrai, voilà. Ce serait intéressant de savoir si c'est vrai, parce que si c'est vrai, ça veut dire que les gendarmes et tout le monde se sont fait berner eux aussi. Et puis bon, bah si c'est faux, ça fait partie du reste. Mais disons que ça devrait être vérifiable, en tout cas en France. On n'en a pas parlé depuis le début, mais est-ce qu'il faut garder finalement une présomption d'innocence vis-à-vis de Stéphane Bourgoin ou pas, à ce stade? Bien sûr, parce que moi, tout ce que je dis là, c'est que tous les arguments de 4e Corporation dans leurs vidéos, ils me paraissent convaincants. Mais encore une fois, j'ai pas fait une contre-enquête moi-même. Oui. Voilà. Et je peux pas perdre un mois, 2 mois à contacter moi-même tous les gens qui sont contactés par 4e Corporation pour vérifier que ce sont bien les gens dont ils parlent et que ce sont pas d'autres intervenants, qui gardent un peu de recul, un peu d'esprit critique par rapport à tout ça. D'autant que moi, 4e Corporation, je sais pas qui c'est. Pour l'instant. Je connais pas leurs intentions. Je sais pas. Ils s'appellent Corporation, donc j'imagine qu'ils sont nombreux. Je sais pas qui en fait partie. Je trouve ça assez étrange parce que on est en train de parler d'un truc. Bon, c'est gros, mais je veux dire, en vrai, c'est pas très grave. C'est, on va dire, au moins, au minimum, très déplaisant pour tous les gens qui sont familles de victimes ou victimes eux-mêmes de tueurs en série, parce qu'il y en a qui en réchappent, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, pour toutes les victimes, toutes les familles de victimes, c'est très déplaisant si effectivement Stéphane Bourgoin il fait un petit peu de beurre sur un fantasme et sur leur dos, c'est déplaisant. Mais c'est pas très grave, voilà. Dans l'absolu, bon bah si on débunk qu'en fait c'est un mythomane, d'accord, on aura dit ça, ça aurait été bien et intéressant de le faire. Mais je veux dire, ça change pas le monde dans lequel on vit. Oui. Or, je veux dire, 4e Corporation, ils ont quand même fait une chaîne YouTube et beaucoup de travail, d'après ce qu'ils laissent montrer, pour démontrer que bah, en fait, Stéphane Bourgoin est un menteur, etc. Et ils se sont donné beaucoup de mal pour être très convaincants là-dessus, alors qu'ils auraient pu s'en foutre. Et moi, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Alors, c'est peut-être des familles de victimes, c'est peut-être des gens qui ont quelque chose contre Stéphane Bourgoin aussi. Oui, voilà, qui ont quelque chose contre Stéphane Bourgoin. D'après ce que j'ai vu, il s'est défendu avec un texte en disant que c'était ça, c'était des gens il parle de cyberharcèlement, il dit que voilà, il y a des gens qui lui en veulent parce qu'il lui aurait demandé des choses qu'il aurait refusées. Bon, après, c'est sa défense, je dis pas du tout qu'elle est vraie, j'en sais rien. Mais voilà, pour le moment, j'ai aussi, même si c'est très convaincant, encore une fois, j'ai encore des raisons
de douter de Quatrième Œil Corporation dans la mesure où j'ai pas vérifié tout ce qu'ils nous donnent à voir et que je sais pas qui c'est et que je connais pas leurs intentions. Voilà. C'est ça. Or, ils ne le sont pas. Et le mobile, par contre, il faut le chercher au cœur de la tête des tueurs en série, au cœur de les fantasmes. Et pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, il faut les rencontrer. Et à moi d'essayer de comprendre le passage à l'acte. Quelquefois, j'interviens aussi en amont d'enquête pour débloquer des situations. Parce que les policiers me demandent, alors que je suis ni gendarme, ni policier, ni magistrat, donc ça s'effectue hors procédure, de débloquer des situations. C'est-à-dire de devenir leur confident, entre guillemets. Oui, bon là c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, encore une fois, je lui pose pas la question. Et il me dit ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'il rajoute que tout se passe hors procédure. Mais c'est invérifiable. Voilà, aussi. Ce qui du coup est confortable si jamais on veut vérifier, parce que du coup c'est pas possible vu que tout est hors procédure, ce qui veut dire que c'est noté nulle part, et que c'est probablement que si on appelle la gendarmerie pour leur demander si c'est vrai, ils vont dire ah ben non on le connaît pas. Et puis, il pourra évidemment répondre c'est normal parce que tout se fait hors procédure, vu que je suis ni policier ni gendarme, j'ai pas le droit officiellement d'intervenir dans l'enquête. Leur ami, pour qu'ils m'avouent leur crime. D'accord. Et moi, j'ai le luxe, comme je ne suis pas limité par des horaires de garde à vue, comme les officiers de police judiciaire, je peux interroger, par exemple, un même tueur en série pendant 100, 200 ou 300 heures. Avant d'ailleurs d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait rappeler, donner une définition de ce qu'est un serial killer? Vous avez commencé à évoquer ce qu'ils ne sont pas, c'est pas les tueurs de masse. Ça n'existe pas dans le code pénal français, mais d'après la définition du FBI, c'est au moins 3 meurtres avec un intervalle de temps entre chacun des crimes et au moins, moi j'y ajouterais un mobile d'ordre psychologique. Mais vous pouvez avoir des motivations mixtes, comme Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ou Landru au sortir de la Première Guerre mondiale, qui peuvent avoir un mobile crapuleux et en même temps un mobile d'ordre psychologique ou animé par des pulsions sexuelles. Alors, on va peut-être couper ici, puisqu'en fait, tout ce qui va suivre, alors je dis pas qu'il n'y a pas encore peut-être 2-3 mythos ou 2-3 sujets houleux par la suite, mais en général, donc la fin de cette vidéo, plus la vidéo suivante, va être beaucoup plus sur les tueurs en série, sur voilà, vous allez plus parler de ça que de Stéphane Bourgoin et de des propos litigieux. Ouais, sa vie, son œuvre. Donc, on va dire que voilà, le reste est un peu plus neutre de ce point de vue-là. Oui, en fait, à partir de là, ce qui se passe, c'est que moi, on arrive dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'on parle de tel et tel tueur en série, et entre guillemets, ce que je lui demande, c'est d'intervenir en sa qualité d'expert. Et quand je dis expert, c'est encore une fois personne qui s'est énormément intéressé au sujet, qui a écrit sur le sujet et qui a fait des recherches sur le sujet. Voilà. Comme un référent, quoi. Pas, voilà. Exactement. Donc du coup, à partir de là, et on voit bien ce qu'il me dit sur le fait que les tueurs en série, ça n'existe pas dans le code pénal français, qu'il me donne la définition américaine du tueur en série avec au moins 3 meurtres, avec un intervalle de temps entre les deux, etc. Et en fait, tout ça, je pourrais très bien le demander à quelqu'un qui n'affirme absolument pas avoir sa femme qui a été tuée par un tueur en série, qui n'affirme absolument pas avoir rencontré des tueurs en série, mais qui aurait écrit beaucoup de livres sur le sujet et qui du coup est quelqu'un qui a consacré une partie de sa vie à s'intéresser à ce sujet-là. Et donc à partir de là, moi le reste, ça me semble, disons que ça me semble valide, quoi. Oui, voilà. Donc après, on vous laisse vous faire, parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps comme vidéo, si on se passe 40 minutes d'interview, et après, bon, il n'y a plus grand-chose à en dire, en tout cas, sur le côté Stéphane Bourgoin. Oui, peut-être que ce qu'on peut en dire qu'il dit après, c'est qu'il dit beaucoup que
on se base sur ses travaux, qu'il va y avoir des séries qui Oui, vont il y a être faites ça. à partir de ses livres, de ses travaux, etc. Et ça, encore une fois, c'est invérifiable. Voilà. Comme il dit que Euh, Netflix, il a un projet de série avec Netflix et tout, bon ça, on n'en sait absolument c'est rien. c'est peut-être vrai déjà, parce que du coup, vu Mm, qu'il a écrit plein de bouquins sur le sujet et tout, peut-être qu'il a été contacté. mm. Et puis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien, c'est invérifiable, il peut le dire. Et Mm. à moi, à ce moment-là, en tout cas, j'ai pas de raison de pas le croire. Mais Est-ce dis-moi. que toi, tu regrettes d'avoir fait cette interview ou pas? Eh ben, écoute, absolument pas, parce que d'abord, je dois dire que c'était très intéressant, parce que je me suis plongé, bon, bah, dans l'univers de Stéphane Bourgoin, on va dire, que ce soit d'ailleurs vrai ou pas, j'ai découvert un personnage, comme je fais en fait pour toutes les interviews. Et je pense que j'ai eu un échange avec lui qui était intéressant et qui est intéressant pour, on va dire, quand on s'intéresse au sujet des enquêtes criminelles, des tueurs en série, des faits divers, etc. Après, comme on a dit, une fois qu'on a dit ça et qu'on a regardé les vidéos de Quatrième Œil Corporation et qu'on a un doute sur, en tout cas, la réalité du CV de Stéphane Bourgoin, qui a l'air en effet un petit peu délirant, mais qui a l'air délirant. Et encore une fois, pour se rendre compte que ce soit délirant, il faut vraiment aller piocher dans plein d'interviews qu'il a faites, dans des écrits qu'il a fait il y a longtemps. Enfin, il faut se rendre compte Il faut que vraiment s'y intéresser, quoi. Voilà, à oui, c'est fond. ça. Il faut vraiment s'y intéresser à fond pour arriver à comprendre les incohérences. Voilà, comme je disais, il y a un moment, il raconte visiblement qu'il a été footballeur professionnel, ce qui me paraît très peu probable. Mais bon, moi, il m'a pas dit ça, donc et c'est pas à ça que je me suis intéressé. La meilleure stratégie à adopter, c'était de laisser ces vidéos et d'y ajouter cette vidéo qu'on est en train de faire en disant attention. Tout ce que ce personnage dit sur ces éléments de biographie, il faut le prendre avec des pincettes. Mm. Regardez ce qu'en disent certains, notamment Quatrième Œil Corporation, ils ont l'air de dire que c'est quand même très peu probable tout ce qu'ils racontent. Et voilà, le plus important, c'est que les gens soient informés, Voilà, c'est en ça, fait. tout à fait. Après, moi, j'ai deux autres questions pour finir. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu changerais dans tout ça? Oui, bah en fait, ce que je ferais différemment, c'est que je lui parlerais clairement de la controverse, parce que je peux pas passer à côté, et du coup, j'essaierai de le confronter aux éléments que donne Quatrième Œil Corporation pour voir ce qu'il en a à répondre. D'ailleurs, en fait, c'est peut-être l'appel que je vais faire, c'est-à-dire si Stéphane Bourgoin veut revenir sur le Tarpimbien pour Mm. faire une interview et parler de tout ça, ce sera avec plaisir. Je doute qu'il accepte, mais au moins l'appel est lancé. Annoncé, oui. De la même manière, si Quatrième Œil Corporation, ou en tout cas si quelqu'un chez Quatrième Œil Corporation veut faire un entretien, alors ils sont peut-être pas sur Marseille, mais Ouais. je sais pas, ne serait-ce qu'un entretien Skype ou Par webcam ou quoi webcam. pour qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir. Mm. Euh, voilà ce que je changerais, c'est que je confronterais probablement Stéphane Bourgoin à ces éléments qu'on n'avait pas à disposition, je le rappelle, en juin 2019 quand on a fait cette interview. Oui. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces gens qui vont... Alors on rappelle qu'on fait ça avant le live de la tronche en biais qui va parler justement de ce sujet-là avec Quatrième Œil Corporation. Et donc on envoie déjà fuser sur nos deux vidéos, mais on va voir de plus en plus des commentaires voilà, fuser sur ces vidéos pour dire que alors les plus modérés diront oui attention Stéphane Bourgoin le vrai le faux etc et on va dire les moins modérés diront qu'on est des connards de journalistes qui ne font pas notre travail d'investigation correctement et que blablabla bla, bla, bla. Il faut rappeler, et je te laisserai répondre là-dessus ensuite, il faut rappeler que ce que va faire ce soir, et ce qui est très bien, je veux dire, nous on suit assidûment la tronche en biais, voilà, ce qu'il va faire ce soir, c'est voilà un travail donc avec Quatrième Œil, avec voilà beaucoup de recul, beaucoup de boulot, etc. Nous, ce qu'on fait, voilà, c'est nous, on est un média culturel, on fait des interviews, voilà, d'artistes au sens large du terme. Comme l'a rappelé Mathias, on ne fait pas de l'investigation, en tout cas pas sur ces sujets-là.
voilà, c'est deux travails qui sont différents. Donc, qu'est-ce que finalement on répond à toutes ces critiques qui vont fuser prochainement? Oui, bah écoute, deux choses. La première, c'est tout ce que j'ai dit en début de vidéo, à savoir que, je suis pas journaliste d'investigation. Donc, c'est pas à moi d'aller débunker les uns et les autres qui racontent n'importe quoi. Comme j'ai dit juste avant, j'ai fait une interview de John Rashid et je suis pas allé enquêter pour savoir si tout ce qu'il raconte sur son enfance au foyer est réel ou pas. Voilà. Pourtant, ça me semble tout à fait réel et voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me parle de son livre et qu'il me parle de ce qui est intéressant dans son livre et de ce qu'il a à dire. Donc, ça, c'est la première des réponses. Puis après, j'ai envie de te dire que c'est le jeu d'Internet. Stéphane Bourgoin sera pas le premier sujet pour lequel on va se prendre des flots de commentaires, on va dire au moins contradictoires, pour le dire gentiment. Et puis, au pire, insultant, parce que c'est ça aussi qui risque de se passer. Moi, je dis toujours la même chose. Je dis que quand vous en êtes à insulter des gens dans des commentaires sur Internet, c'est probablement que vous valez pas beaucoup mieux que vos détracteurs. Voilà. C'est ça. Surtout essayez de faire quelque chose de constructif. Non, surtout que, en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que finalement, les mêmes parce qu'il faut regarder les commentaires sous ces vidéos qui encensent Stéphane Bourgoin il y a un an, enfin il y a combien de temps, ouais, un peu moins de 6 mois. Non, plus de 6 mois, quand on a fait l'interview, les mêmes qui l'encensaient en commentaire vont aujourd'hui venir nous insulter parce qu'ils ont vu d'autres vidéos et que voilà. Je veux dire, à un moment, il faut savoir raison garder, il faut garder un esprit critique. Nous, c'est ce qu'on fait, je veux dire, à partir du moment où on est informé, notamment par rapport à ce qu'a fait Quatrième Œil, à partir du moment où on a vent de ces infos-là, ben voilà, on fait un retour là-dessus, on les partage, on en parle, on met les gens au courant, et après, voilà, ce sera à chacun de se faire son opinion vis-à-vis de toutes les infos qui sont à notre disposition, en gardant un esprit critique, évidemment. Oui, d'autant que la plupart des gens qui viendront mettre des commentaires rageux sous ces vidéos, ils l'ont appris comme nous, en fait, en regardant les vidéos de Quatrième Œil Corporation, probablement même après nous, parce que nous, on les a vus en fait assez tôt, parce que bon, on nous les a envoyés et tout ça. Mais je veux dire, voilà, vous n'avez pas fait d'investigation non plus, donc voilà. Après, évidemment, tous les commentaires constructifs et qui participent au débat sont les bienvenus. Oui, tout à fait. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, on va peut-être se quitter là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ok. Bon, eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous nous avez suivis jusqu'au bout, puisque c'est assez long. Merci de nous avoir suivis et puis désolé pour la qualité de cette vidéo, mais pour ceux qui verront la vidéo dans quelques mois, cette vidéo a été tournée pendant le confinement. Tout à fait. Donc par webcam avec cette qualité-là et voilà, on aurait aimé vous faire une vidéo de meilleure qualité comme on a l'habitude de faire sur le Tarpamien parce qu'on essaye quand même de publier du travail de qualité. Mais voilà, vous comprenez que c'est en plein confinement et donc qu'on fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà. Bon, merci Mathias. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres interviews, en espérant cette fois-ci ne pas se faire entourlouper. Tout à fait. Voilà. Allez, merci. Salut à tous. Ciao.